Moi, mes films préférés, c'est les films d'horreur. Les fantômes, les maisons hantées, les tronçonneuses, tout ça, j'adore. Mais il y a une catégorie qui me glace le sang encore plus que toutes les autres. C'est les histoires de psychopathes, avec des tueurs en série et des personnages au cerveau qui déraillent. En fait, ce côté, ça pourrait être vrai, ça pourrait arriver, c'est ça qui me fait vraiment flipper. Et encore pire, c'est de me demander est-ce que ça pourrait m'arriver à moi? Est-ce que je pourrais développer ce genre de psychose? Mais du coup, une psychose, est-ce que ça ressemble vraiment au scénario qu'on voit dans les films? En fait, parfois, le regard, de l'autre ou le regard de la société, c'est quelque chose qui peut être, aussi handicapant, voire plus, que les symptômes eux-mêmes. La tête dans les données? Parce que la science, ça fait rêver. La doctoresse Mélanie Derôme s'intéresse au spectre de la schizophrénie. Elle a d'abord réalisé une thèse à l'Université de Genève où elle s'est intéressée au développement de la personnalité durant l'adolescence. Ensuite, elle a réalisé un postdoctorat entre les universités de Berne, de Lille et de Londres où elle s'est formée au neurofeedback afin d'élargir son champ d'expertise. Aujourd'hui, elle est revenue en Suisse où elle mène ses propres recherches et d'ailleurs, elle les vulgarise avec une clarté, une bienveillance mais aussi une empathie qui la rendent vraiment passionnante à écouter. Bref, ça a été un plaisir de la recevoir pour cet épisode. Alors bonjour Mélodie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter tes projets de recherche. Du coup, on voulait commencer par une petite fake news, du coup, que tu peux débunker ou pas. C'est que tu ne peux pas vivre une vie normale en étant schizophrène. OK. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et oui, alors pour cette, superbe Fake news. fake news, d'abord, je voulais revenir sur le fait que tu dis «une vie normale». Et c'est vrai que c'est un mot qui est un peu piégeux, parce que c'est une norme qui nous vient de la société, quoi, une norme sociale. Donc on peut peut-être parler plus de vie satisfaisante, qui serait plus, adaptée à la vie que la personne, sa subjectivité sur, sa propre satisfaction de vie. Et donc pour revenir à cette, fake news, disons, c'est pas totalement vrai, pas totalement faux. Donc c'est vrai qu'on a des personnes qui vivent avec une schizophrénie, mais qui est plutôt stable en termes de symptômes. Et donc, c'est des gens qui vont avoir, une vie de famille, des projets, des amis et même, un travail, donc une occupation, à temps partiel ou à temps plein. Et après, par contre, il faut toujours quand même prendre en compte qu'il y a certaines personnes qui ont des symptômes qui sont beaucoup plus sévères. Et donc pour eux, ça va être beaucoup plus difficile, ça va avoir une grosse répercussion dans leur vie quotidienne et dans leur quotidien. Donc ça va être plus difficile de mener une vie, disons, satisfaisante. Et après, il y a aussi un énorme rôle de la stigmatisation. Donc, en fait, parfois, le regard, de l'autre ou le regard de la société, c'est quelque chose qui peut être, aussi handicapant, voire plus, que les symptômes eux-mêmes. Donc pour répondre à ta question, oui, ils peuvent vivre une, vie satisfaisante, mais ça va dépendre de la sévérité des symptômes, ça va dépendre du soutien, de la société, du soutien de l'entourage et cetera. Donc une semi-fake news. Ouais. Chaque fois, on a des semi-fake news maintenant. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Du coup, ben, on va commencer aussi très largement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une psychose, tout simplement? Et mais en général, qui sont les personnes atteintes en termes de proportion de population? Du coup, la psychose au sens large, pardon, c'est vraiment ce moment, cet état où la personne perd contact avec, la réalité. Donc ça va être un peu ce contraste entre le monde interne de la personne et la réalité du monde extérieur. Et ça va se traduire en termes, enfin de manière en termes de symptômes, par des hallucinations, par exemple, qui sont, le fait de voir ou d'entendre quelque chose qui n'existe pas ou, des croyances, fausses qui sont vécues comme étant très vraies, ce qu'on appelle des idées délirantes. Mais du coup, la psychose, c'est aussi ça englobe d'autres choses. C'est quoi la différence entre la psychose et la schizophrénie, par exemple? Mmh. Bah, en fait, un épisode psychotique, ça peut apparaître dans différents contextes. Donc c'est pas seulement on le connaît dans le contexte du spectre de la schizophrénie, mais ça peut aussi, apparaître dans un trouble bipolaire ou dans les dépressions sévères. Donc c'est vraiment l'épisode psychotique, qui est cet, ensemble de symptômes qui vont troubler la vie quotidienne et qui vont représenter une grande souffrance. Et la schizophrénie en elle-même,
ça représente, d'après l'OMS, 24 millions de personnes dans le monde, ce qui fait en fait, 1 personne sur 300 à peu près. C'est beaucoup quand même. Et du coup, toi, ta spécialité, c'est aussi d'aller regarder, dans le cerveau ce qui se passe, plus précisément, en termes de neuroimagerie. À quoi est-ce qu'on reconnaît le cerveau d'un schizophrène ou d'une schizophrène? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la neuroimagerie que j'utilise, dans mes études et dans mon champ de recherche. Mais, cette neuroimagerie, ces images, elles nous permettent vraiment d'avoir, enfin d'apprendre plein de choses et d'avoir plein de nouvelles connaissances. Mais on n'aura pas, disons, le cerveau type d'un schizophrène. Ça va être difficile. Ce qu'on voit en recherche, c'est plus des tendances, si vous voulez. Donc on va avoir on sait et la recherche l'a montré que, on a des modifications ou des altérations, par exemple, dans des systèmes dans des circuits neuronaux. Donc dans des circuits qui englobent plusieurs régions du cerveau et ça, on sait que c'est dans les circuits de la régulation des émotions, on sait que c'est dans les circuits de la perception ou de l'organisation de la pensée, mais on n'aura pas, par exemple, en voyant une image, d'IRM, on ne pourra pas dire cette personne a une schizophrénie ou autre psychose, directement. Donc ça peut pas en tout cas aujourd'hui, c'est pas un outil de diagnostic et on reconnaît pas ça à la photo du cerveau, disons. OK et donc toi, tu t'intéresses, particulièrement à la période de l'adolescence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait, pendant cette période? Ouais. Alors c'est vrai que l'adolescence, c'est une période, qui nous intéresse parce que c'est une période d'immenses, changements. Donc c'est cette période de chantier ou de construction et les changements, ils sont tant au niveau du corps avec tous les changements hormonaux, mais aussi tous les changements, au niveau social, de reprendre, enfin prendre une place dans la société, prendre une place dans ses relations avec sa famille et cetera chez les adolescents. Et puis il y a aussi, ce qui moi m'a intéressée jusque-là, également, c'est ce remodelage du cerveau qui fait qu'en fait le cerveau, on dit qu'il est pas encore «mature» entre guillemets à 18 ans et qu'il continue à être remodelé par les expériences, et qu'il est encore en fait en chantier jusqu'à bien après 18 ans et c'est aussi une période, donc c'est cette période de grande, disons potentialité et en même temps c'est une période qui peut représenter, des vulnérabilités ou des fragilités et c'est souvent durant l'adolescence ou fin de l'adolescence et début de l'âge adulte, qu'on retrouve, les signes précoces des troubles, psychiques. Donc ça en fait une période, importante à étudier et c'est aussi cette période qui nous permet de faire aussi de la prévention et de repérer les signes précoces, qui vont vraiment nous aider dans la recherche. OK, bah, ça m'amène à ma prochaine question. En fait, tu parles de vulnérabilité pendant l'adolescence. En fait, ça veut dire que est-ce que n'importe qui peut être atteint de schizophrénie ou d'une autre psychose? Ou est-ce qu'il y a quand même des facteurs qui viennent influencer ou des traits de personnalité spécifiques qui viennent, du coup influencer ça? Ouais, bah, alors, en théorie, on pourrait tous, faire une expérience d'une expérience psychotique à un moment dans notre vie et ça peut être, suite à la prise de substances ou alors après, une période où on a vraiment très peu dormi ou après une période de gros stress. Mais après pour s'inscrire dans une psychose, plus durable, donc, par exemple une schizophrénie ou une autre psychose, là, il va y avoir ou la recherche a pu identifier des facteurs qui entrent en jeu, qu'on appelle des facteurs de risque, qui vont en fait augmenter la probabilité de développer une psychose, plus tard. Et dans ces facteurs de risque, il y a une partie, sur la personnalité. Donc par exemple, on a mis, ça a été mis en avant la personnalité schizotypique, donc tu as des traits de personnalité qui pourraient, augmenter ta vulnérabilité à développer plus tard une psychose. Mais il y a aussi les antécédents, de traumatisme dans l'enfance, donc tout ce qui est abus, négligence ou violence. Et après, il y a aussi beaucoup d'études qui s'accordent pour dire qu'il y a la consommation de cannabis à l'adolescence. C'est aussi un sujet qui est actuellement débattu, mais ça a quand même été montré que, il peut y avoir une influence, enfin que ça fait partie des facteurs de risque de développer une psychose.
Mais par contre, c'est pas parce qu'une personne a tous ces facteurs de risque ou un seul ou l'accumulation de tous qu'elle va forcément développer une psychose. Donc il faut toujours faire attention de savoir que c'est des vulnérabilités. Ça augmente la probabilité, de développer une psychose plus tard, mais il y a aussi tout ce qui est les facteurs de résilience qui sont des facteurs protecteurs. Ça peut être le soutien social, le soutien de l'entourage, les ressources personnelles intrinsèques et en fait, on va toujours être sur une balance entre vulnérabilité et résilience et j'ai envie de dire que plutôt il faudrait voir les facteurs de risque comme des trajectoires de vulnérabilité et regarder comment ces trajectoires de vulnérabilité, elles évoluent avec la trajectoire de vie, avec les événements de vie et ouais et après cette balance résilience-vulnérabilité, penchera d'un côté ou de l'autre en fonction des facteurs environnementaux qu'on rencontre dans la vie et en fonction de où on en est sur la trajectoire de vulnérabilité, par exemple. Et donc, enfin, du coup, pour la consommation de substances, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend énormément, dans dans le grand public, on dira. C'est quoi alors, en fait, le débat à ce sujet? Ouais, c'est une excellente question. C'est pas exactement mon domaine, mais disons que c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant et personnellement, je pense que c'est aussi quelque chose qui est quand même hyper important parce que ça a été montré qu'une consommation de cannabis, peut vraiment entraîner la décompensation psychotique. Mais d'autres, experts diront que ça dépend de la dose, ça dépend du début de la prise du cannabis. Donc il y a un peu ce débat d'un côté très, bah, je dis pas criminalisant, mais un peu dramatisant, le cannabis induit la psychose à l'adolescence et l'autre côté qui essaye un peu de contrebalancer. Mais voilà, après j'ai pas un avis je pense que c'est quelque chose avec laquelle il faut faire vraiment attention. Mais voilà, Ouais, c'est peut-être plus nuancé que ce qu'on veut nous faire croire, en gros, c'est un peu ça. bah, je sais pas. Et donc toi, un de tes sujets de recherche, principal, c'est justement d'essayer de développer des interventions qui permettraient peut-être, d'améliorer la vie des patients atteints de schizophrénie, notamment avec des neurofeedbacks. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un neurofeedback et en quoi consiste, ce genre d'intervention? Ouais, alors, oui, intervention, ça reste, aussi un grand mot donc effectivement, on essaye de trouver c'est peut-être pas des interventions qui vont être utilisées seules, mais en complément d'une prise en charge, clinique déjà existante. Et par exemple, le neurofeedback, c'est quelque chose qui est à l'essai, donc ça a pas encore fait toutes ses preuves, mais c'est enfin, on commence à avoir des données là-dessus, notamment pour, les hallucinations dans la schizophrénie. Et en fait, le neurofeedback, ça va être une façon d'automoduler ces réseaux cérébraux, heu, simplement par le fait de recevoir un feedback visuel de l'activité de ton cerveau, juste après que tu aies essayé de le moduler. Donc c'est un processus un peu inconscient et ce qu'on a développé à Londres et à Lille, c'était d'essayer de voir si on arrivait à, inhiber un peu, le réseau des hallucinations, visuelles. Donc on a fait ça chez des personnes de la population tout venante qui avaient des traits hauts de schizotypie, justement ce trait de personnalité et après à Lille, on l'a fait chez 3 patients, schizophrènes. Et donc, on s'est rendu compte finalement qu'on a réussi à moduler ce circuit qu'on avait choisi, qui est le circuit du DMN ou du Default Mode Network, qui est un vo qui joue un rôle dans les hallucinations visuelles et voilà, on a réussi à faire la modulation et après les résultats sont pas encore, publiés et c'est vrai qu'avec 3 patients, pour l'instant, c'est difficile de dire si c'est vraiment efficace ou pas, mais on y travaille. Et juste pour revenir sur ce feedback, du coup, hem, comment ça se passe pour le patient, en fait, concrètement? Donc tu as choisi un circuit, mais lui, qu'est-ce que ta personne voit dans l'IRM? Ouais, alors effectivement, on a mis les patients ou les gens tout venant, les participants dans l'IRM et l'idée, c'est ils avaient des instructions qui leur disaient qu'il fallait
qui pensent à un moment, où eux-mêmes étaient dans un moment positif, qui leur faisait du bien et cetera et l'idée, c'était d'augmenter la connexion entre 2 régions. Donc en fait, on leur montrait dans l'IRM 2 visages avec des vagues entre les 2 visages et plus il y avait de vagues qui s'affichaient, plus ça voulait dire qu'ils avaient réussi à augmenter la connectivité ou l'activité dans leur cerveau. Et oui et donc les instructions, c'était par rapport au soi. Donc imaginez-vous dans une, situation passée ou future qui vous fait du bien et cetera pour que ça reste un peu positif. Du coup, en fait, tu pouvais toi-même, en temps réel, modifier ton activité de ton cerveau et c'est ça qu'on essaie d'entraîner, c'est fou. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai une autre enfin, je reviens aussi un petit peu en arrière, parce que tu nous parlais, en fait, de personnalité schizotypique et de schizophrénie. Mais je pense que pour le commun des mortels, c'est très peu clair quelle est la différence. En fait, on peut avoir des traits de personnalité schizotypiques Mmh. sans être schizophrène. Oui, tout à fait. En fait, c'est des traits de personnalité dans la population générale, donc c'est même pas quelque chose qui est bien ou qui est pas bien. C'est vraiment un trait de personnalité comme on pourrait être, colérique. Donc on pourrait avoir des traits de personnalité colérique élevés et ne jamais, être complètement irascible, dans sa vie ou ne jamais devenir violent, par exemple. Mais par contre, ça veut dire que si on a déjà ces traits de personnalité qui sont un peu plus élevés, est-ce que le jour où il va y avoir une situation qui nous met vraiment dans un état où on est très, très énervé, est-ce que là, on va faire une crise de colère ou non? Et donc pour la schizotypie, c'est un peu pareil, c'est qu'on parle de vulnérabilité, où c'est comme vous et moi, où on peut avoir des traits de personnalité un peu plus élevés et chez certaines personnes, ces traits de personnalité élevés, ça va se transformer en de la créativité, ça va être des artistes et cetera, donc il y a un côté positif aussi et de l'autre côté, bah, ça reste une vulnérabilité, mais qui ne nous permet pas de poser un diagnostic, mais juste savoir que voilà, il y a des gens qui sont un peu plus vulnérables, dans la population générale et que peut-être qu'ils ont plus de chances, ça augmente leur probabilité peut-être d'être sur le spectre, à un moment donné. C'est joli que tu dises qu'il y a aussi des côtés positifs, en fait, aussi, à avoir ces Ouais. traits et puis ça m'interdit aussi ma prochaine question. Hem, pour les personnes qui, en fait, qui viennent d'être diagnostiquées ou bien, au contraire, qui sont atteintes de ces troubles depuis plusieurs années, est-ce que tu as un peu des pistes, un peu d'espoir qui nous viennent de la recherche, en fait, ou bien Mmh. un peu un message dans ce Mmh. sens-là à nous faire passer? Ouais, oui, c'est sûr que, ben, en tout cas, d'après tout ce que j'ai lu en recherche et cetera et tout ce qui est développé maintenant, effectivement, il y a des notes d'espoir. Déjà, on sait que la schizophrénie et les troubles, psychotiques, c'est des choses qui sont pas figées. En fait, c'est pas des destins figés. On a des rémissions, qu'elles soient partielles ou qu'elles soient complètes. Les rémissions existent et puis on a pu apprendre grâce à la recherche que les interventions précoces assez tôt, permettaient de meilleures rémissions, donc ça vient de la recherche. Après, dans ce qui est de mon domaine, personnel, donc le cerveau et cetera, ben, on voit qu'en connaissant mieux, en comprenant mieux et cetera les mécanismes sous-jacents, il y a des possibilités de nouveaux traitements thérapeutiques, comme le neurofeedback, la stimulation transcrânienne, mais aussi j'imagine en pharmacologie, qui n'est pas mon domaine, mais ça nous permet aussi d'avancer de ce côté-là. Et puis, effectivement, on a aussi appris qu'il fallait, qu'en tout cas pour aider, les patients et les gens atteints de psychose en général, il fallait faire attention au soutien familial, au soutien de l'entourage, de la société, lutter contre les discriminations, contre la stigmatisation et ouais et faire de la prévention également et de l'intervention précoce. Alors du coup, on finit pour conclure nos émissions, on demande si tu as un peu un hot topic, donc un sujet pas forcément dans ton domaine, mais qui, voilà, qui t'intéresse en ce moment, qui te passionne en recherche. Est-ce que tu aurais un hot topic à nous proposer? Alors oui, ça reste quand même un peu dans mon domaine, c'est pas qui me passionne, mais qui m'a en tout cas interrogée, si ça marche. J'avais 2 choses qui sont un peu en contraste, mais qui finalement se rejoignent un peu dans la santé mentale et je trouve qu'en ce moment, on voit beaucoup passer l'intelligence artificielle, et avec, d'un côté une note d'espoir, avec, l'intelligence artificielle, on pourrait repérer encore plus précocement des signes, dans le langage, la façon de parler et cetera des personnes. Donc il y a un côté, heu,
de nouvelles technologies un peu qui donnent de l'espoir et de l'autre côté, j'ai aussi entendu et en ce moment, j'ai beaucoup vu passer cette histoire de AI psychosis avec, ces gens qui sont apparemment plus vulnérables, qui à force d'interagir avec des chatbots, qui renforcent en fait leur délire et leurs idées, de persécution ou leurs idées délirantes. Voilà et ça, je voulais le contraster aussi avec, un truc beaucoup plus simple que j'ai vu passer aussi récemment, qui était l'accès à la nature avec, le fait de se balader en forêt qui réduisait justement les circuits cérébraux du stress et qui permettait une meilleure régulation émotionnelle. Donc voilà quelque chose de, une ressource en fait beaucoup plus accessible, et un truc plus simple. Donc ce contraste entre les nouvelles technologies qui vont un peu trop vite et quelque chose de simple qui est un peu à portée de main et qui est autour de nous. Super, bah, merci beaucoup d'être venu Merci parler de à tout ça, vous. c'était très intéressant. Et puis, ben, j'espère à bientôt pour de nouvelles, recherches et Avec plaisir. événements. Merci. Merci d'avoir écouté La tête dans les données. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ou commenter cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans 2 mois pour un prochain épisode. À bientôt!